elle gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Avez-vous déjà entendu parler de Claude Vorillon? Il est vrai que, sous ce nom, il n'est pas très connu. Le nom qu'il s'est choisi, en revanche, est bien plus célèbre. Leur gourou, sa sainteté Raël. Raël. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'histoire de ce personnage vaudrait une longue vidéo à elle toute seule, tant il y a à en dire. Mais ce n'est pas l'objet de celle-ci. D'ailleurs, le défécateur a en grande partie fait le tour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'univers, de la vie et de l'homme, tel que Vorillon et ses disciples la conçoivent. Il y a quelques années, j'ai lu un ouvrage collectif auquel avaient collaboré notamment Yves Coppens et Étienne Klein, entre autres. Cet ouvrage, fascinant et didactique, faisait le point sur ce qu'on connaissait jusqu'alors de l'histoire de l'univers, de l'apparition de la vie et de celle de l'homme. Oubliez tout ça, car, d'après Vorillon et ses disciples, la quasi-totalité de la communauté scientifique se fourvoie, ou pire, nous trompe délibérément sur nos origines et sur tout le reste. Il y a 25 000 ans à peu près, selon Raël, désolé, je ne peux pas m'empêcher de mettre des guillemets à chaque fois que j'évoque ce nom, la Terre n'était encore qu'un caillou stérile et sans vie. C'est alors qu'une forme de vie extrêmement avancée technologiquement est arrivée pour y mettre bon ordre et créer en laboratoire toutes les formes de vie que l'on connaît aujourd'hui. L'homme, bien évidemment, mais aussi les chats, les pandas, les caniches, les furets, les mygales, les ratons-pnus, les tardigrades, les morpions, les sarcoptes et les ténias, toutes les formes de vie. Le nombre d'espèces vivantes actuellement décrites scientifiquement est estimé à 1,3 million, et chacune a donc été créée en laboratoire par nos bienfaiteurs. Bienfaiteurs que nous n'avons pas encore nommés d'ailleurs. Selon Claude Vorillon, ils s'appelleraient les Elohim, et Clo-Clo... Cette année-là. Non, pas lui. Lui serait leur messager chargé de répandre la bonne nouvelle à l'humanité. Les Elohim seraient eux-mêmes des humains comme nous. Enfin, vu leur taille dans les représentations de Clo-Clo lui-même, j'aurais plutôt dit des hobbits, mais passons. Mais alors, d'où viennent donc ces fameux Elohim? Ils viendraient d'une planète située à un peu plus de 2 années-lumière d'ici, et auraient eux-mêmes été créés par des humains technologiquement plus avancés. Et leurs créateurs aussi. Et les créateurs de leurs créateurs aussi. Et les créateurs des créateurs de leurs créateurs aussi. Et les Bref, vous comprenez le bazar. Tout ça dans un univers infini et éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. L'univers a toujours existé et existera toujours. Les humains, c'est-à-dire nous, pas nos créateurs, ni les créateurs de nos bref. Les humains donc seraient eux-mêmes appelés à créer la vie en laboratoire et à l'exporter sur une autre planète inerte. Mais car il y a un mais. Et même plusieurs en fait. Tout cela est bien joli, et digne d'un ouvrage de science-fiction des années 60 ou 70, mais cela pose quand même plusieurs questions. Si les Elohim ont créé toute forme de vie existante, y compris l'humain, et ce il y a 25 000 ans environ, comment se fait-il que les plus anciens ossements d'Homo sapiens sont datés de bien avant cette époque? À quoi correspondent les fossiles des autres espèces humaines connues? En parlant de fossiles, comment expliquer l'extraordinaire diversité du vivant dès la période cambrienne? Parce que là, on remonte à plus d'un demi-milliard d'années, pas seulement 25 000 ans. Comment se fait-il que les premières traces de vie connues remontent à plus de 3 milliards d'années? Si l'univers a toujours existé, d'où vient le fond diffus cosmologique s'il n'est pas issu du Big Bang? Si l'univers est éternel, d'où tire-t-il le carburant nécessaire pour faire briller les étoiles? Car normalement, il finira bien par s'épuiser un jour, non? Si la planète des Elohim est si proche, autour de quelle étoile gravite-t-elle? Car Proxima du Centaure, notre plus proche voisine, est 2 fois plus éloignée que ce que Raël nous dit. Les questions sont légion, mais la réponse des Raéliens est simple. La science vous ment. La suite au prochain épisode.